Bonjour, bienvenue dans Smart Woman, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. Chaque mois, j'invite 3 personnalités qui partagent ce mantra que les femmes doivent prendre leur juste place dans toutes les sphères de pouvoir, politique, économique, médiatique, c'est-à-dire à la tête des entreprises, quelle que soit la taille et le secteur d'activité, dans les médias en tant qu'expertes et dirigeantes, au meilleur niveau en politique, sans oublier bien évidemment le domaine scientifique et notamment la tech et l'intelligence artificielle. Bref, tout ça pour dire que nous avons besoin de plus de femmes à l'égal des hommes pour avoir plus d'équilibre social et plus également de performance économique. Alors aujourd'hui, pour en parler, je vais recevoir tout d'abord François Perret, qui est le DG de l'association Pacte PME, qui accompagne la croissance des entreprises dans un esprit de jeu collectif de toute la chaîne entrepreneuriale, des plus petites aux plus grandes. J'aurai ensuite comme grand témoin Elisabeth Ducoté, qui est la PDG du groupe Tuan et qui est également très investie dans le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Et enfin, je ferai le portrait de Félicie Burel, qui est la directrice générale déléguée du groupe OP Mobility, anciennement Plastic Omnium, un de nos fleurons tricolores, grande entreprise spécialisée dans tous les domaines de la mobilité. Donc un très bon plateau. Et je commence tout de suite avec François Perret. Bonjour François Perret. Bonjour Marie-Claire Cabot-Binco. Merci d'être avec nous. François Perret, vous avez plusieurs casquettes, puisque vous êtes effectivement le DG de l'association Pacte PME, je le disais. Vous êtes également professeur affilié à l'ESCP Business School. Et vous êtes aussi un promoteur actif et convaincu du partage de la valeur, sur lequel d'ailleurs vous êtes mandaté en binôme avec Agnès Bricard par le gouvernement pour porter la bonne parole au sein des entreprises. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire parler de Pacte PME. Alors, avant d'en arriver à la position des femmes dans cet accompagnement entrepreneurial, dites-nous en quelques mots ce qu'est Pacte PME, les grands chiffres et les grands résultats, en quelque sorte. C'est une association qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant et qui vise vraiment à rapprocher les entreprises de toute taille en se fondant sur finalement une idée simple. Les PME vont pouvoir grandir d'autant mieux qu'elles sont aussi soutenues par la commande publique et la commande privée des grands comptes. On a une quarantaine de grands comptes derrière cette affaire-là qui nous soutiennent, mais aussi quelques ETI, des organisations professionnelles. Et on s'organise vraiment autour de projets collaboratifs entre les entreprises de toute taille. Oui, c'est une très bonne idée et c'est vrai que moi je vous ai connu il y a fort longtemps au sein de Pacte PME et c'est très, très intéressant et très pertinent de jouer justement ce jeu collectif qui manque un peu parfois aujourd'hui, enfin du moins dans ce qu'il en est dit au niveau média. Alors, on voit bien que Pacte PME est donc une association qui adresse l'ensemble des entrepreneurs, donc dirigée par des hommes ou par des femmes. Donc, mais malgré tout, vous avez eu le besoin, vous avez décidé de créer des programmes spécifiques. D'ailleurs, vous l'avez appelé au départ Destination ETI au féminin. Vous l'avez rebaptisé, je crois, croissance durable, on va en parler au féminin. Pourquoi finalement, c'était en 2020 si je ne me trompe pas, pourquoi avez-vous décidé de créer ce programme spécifique? Est-ce que c'est l'observation des femmes au sein des groupes mixtes d'accompagnement qui vous a amené à ça? Quelles sont les raisons? C'est vrai que traditionnellement, on a effectivement monté des programmes avec des hommes et des femmes dans le cadre d'une volonté de les soutenir dans leur développement. Il y a environ 23% de femmes dans les 500 entreprises et dirigeants d'entreprises qu'on a accompagnés depuis 2016 maintenant. Et c'est vrai que quand on a un échange un peu informel avec ces dirigeantes, on se rend compte qu'elles sont dans un besoin de soutien particulier, à la fois, je dirais, sur l'axe leadership, parce que sur ce sujet-là, les femmes ont moins confiance en elles, en moyenne, que les hommes. Et ça se ressent beaucoup dans leur accès au financement. Pas du tout, heureusement, dans la rentabilité de leur entreprise, qui est en moyenne meilleure que celle dirigée par des hommes. Mais du coup, un manque de confiance important, des difficultés d'accès au financement, une sensibilité particulière sur les problématiques d'ailleurs d'environnement, un peu plus là aussi en moyenne que celle des hommes. Et donc on s'est dit, au fond, il y a des besoins particuliers qu'il faut couvrir par un programme spécifique. Et comment est conçu le programme? Comment il a évolué?
Alors, l'idée, c'était avec un certain nombre de partenaires, au départ avec BNP Paribas, puis aujourd'hui avec Sanofi, Bouygues, ADP et d'autres. L'idée, c'était de co-construire finalement un programme reposant sur des piliers assez simples, que sont le soutien à la croissance dans toutes ses différentes dimensions en termes de recherche de performance. Mais je dirais que la nouveauté de ce qu'on a voulu installer au cours des derniers mois, c'est la croissance durable. Oui, bien sûr. En gros, embarquer les femmes vers un programme environnemental et social, ça représente à peu près 40% des thématiques pédagogiques qu'on a inscrites dans le programme, à côté de leadership, communication, accès au financement, RH, qui sont évidemment des thématiques et des problématiques majeures pour les chefs de PME aujourd'hui. Bien sûr. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez créé justement l'Alliance Décarbonation aussi, enfin, qui elle, adresse l'ensemble des entreprises, bien évidemment, mais qui est un besoin justement d'équilibre environnemental. Donc, est-ce que vous constatez à cet égard, vous le disiez en 2 mots, mais une différence d'appréhension et de comportement et donc de projet des femmes dans ce domaine ? De 2 manières. Avant de s'engager dans un projet entrepreneuriat, et les études le montrent, les femmes veulent absolument s'assurer que ce projet aura bien un impact le moins défavorable possible sur l'environnement, le plus favorable possible sur la société. Donc c'est un point de distinction. Et elles sont en moyenne effectivement plus engagées dans la définition d'une politique RSE que les hommes. Donc, mais pour autant, malgré ces velléités, ces tentations de passer à l'acte, on voit quand même qu'il faut accompagner ce passage à l'acte. Et en matière de décarbonation, à l'heure où on se parle, vous savez, il y a à peu près 70% des entreprises qui n'ont pas encore fait de bilan carbone. Donc ça veut dire qu'elles ont besoin d'un soutien particulier, d'opérateurs spécialisés, sans doute aussi de l'impulsion des grands comptes. Parce que quand un grand compte s'engage dans une telle démarche... Dans les cahiers des charges, de toute façon, il y a une nécessité après. Alors, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui le scope 3. C'est-à-dire que la feuille de route finalement du grand compte en matière de décarbonation, elle est impactée par les émissions indirectes produites par ses fournisseurs. Et c'est effectivement le sens qui est à l'origine de l'Alliance pour la décarbonation, qui réunit déjà 13 grands groupes au sein de Pacte PME. Bravo, bravo. Bravo parce que, bon, à la fois vous travaillez sur ce sujet qui est tout à fait fondamental aujourd'hui, mais vous illustrez aussi le fait que les femmes ont vraiment un rôle à jouer, enfin, au moins à l'égal des hommes, puisqu'elles ont une sensibilité un petit peu différente. Donc merci pour ce témoignage et cet engagement. Et là, je vais recevoir juste après vous Elisabeth Ducoté, et alors si elle est au moins aussi soucieuse et engagée dans la volonté de faire croître les entreprises que ce que vous l'êtes, donc vous allez avoir plaisir à l'écouter également. Avec grand plaisir. Merci François. Merci. Bonjour Elisabeth Ducoté. Bonjour Marie-Claire. Très heureuse de vous accueillir sur le plateau de Smart Woman, Elisabeth. Alors, vous faites partie des trop rares femmes à diriger une très belle ETI industrielle. Je veux parler du groupe Tuan. Et vous êtes en train, puisque vous en êtes le PDG, et vous êtes en train également de transmettre à votre fille, qui sera donc un jour la 6e génération aux commandes du groupe. Donc, je ne vais pas vous faire parler du groupe Tuan, parce que Delphine Honton, votre fille, est venue en parler en décembre dernier sur ce plateau. En revanche, je voudrais qu'on aborde tout de suite un sujet qui me paraît très important, encore plus de nos jours, qui est le sujet de la transmission. Et en ce qui vous concerne, c'est une transmission mère-fille, ce qui n'est pas si courant. Donc, que peut-on en dire ? Je dirais, d'abord, c'est une transmission. C'est-à-dire que dans une entreprise comme la nôtre, 4e, 5e, 6e génération, ce qui est important, c'est que la société ait le droit de durer et qu'elle ait envie de durer et qu'elle passe cette génération dans un contexte qui est difficile. Les contextes qui m'ont précédé ont été des contextes dans lesquels il y a eu une guerre mondiale. Le contexte d'aujourd'hui, c'est un contexte difficile et il faut assurer, il faut avancer absolument avec des écritures qui sont spécifiques à chaque génération, qui sont bien sûr conduites par et inspirées par l'environnement, qui en ce moment est tout de même un environnement très particulier, mais c'est la transmission. Et donc, moi, j'ai la chance, je peux vraiment dire la chance, d'avoir parmi mes enfants Delphine Honton, qui va prendre ma succession, qui est directeur général actuellement du groupe et donc qui est absolument aux manettes des opérations et qui réalise déjà un parcours pour l'entreprise qui est véritablement un parcours de direction et donc à la fois de
conduction stratégique et à la fois d'opération. C'est-à-dire il faut que chaque jour les choses soient faites avec un nombre de collaborateurs qui grandit au fur et à mesure et un nombre de places dans le monde qui s'agrandit aussi à chacune des acquisitions ou des conquêtes commerciales. Donc cette transmission qui est en train de s'assurer et qui s'assure de façon positive, c'est une grande satisfaction pour moi et c'est une grande satisfaction pour l'ensemble des collaborateurs parce que finalement quand une génération commence soit à prendre du recul, soit simplement à prendre de l'âge, qui est notre cas à tous, les collaborateurs, la première question qu'ils disent, c'est y aura-t-il quelqu'un ? Bien sûr, la pérennité pour eux est très importante. La pérennité est très importante, la pérennité pour leur emploi, bien sûr, la pérennité pour le projet auquel ils sont associés. Et moi, je me souviens quand mon grand-père ou mon père ont disparu, les gens ne se disaient pas est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est pas une fille. Ils disaient est-ce qu'il y a quelqu'un pour reprendre. Absolument. Et je pense que pour Delphine, c'est la même chose. Alors effectivement, c'est un peu singulier parce que dans le fond, des femmes dans l'industrie, dans ma génération, il n'y en a pas eu énormément. Alors il y en a beaucoup plus maintenant, mais qu'une mère passe le flambeau à sa fille, c'est quelque chose d'un peu nouveau. C'est assez remarquable. C'est nouveau et c'est effectivement très, très intéressant et ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Voilà. Alors, au-delà de ce sujet ô combien important, vous êtes également très engagé justement dans le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Donc, vous avez un niveau d'observation possible très large sur le monde des entreprises de taille intermédiaire. Comment vous voyez la position des femmes ? Là, pour le coup, c'est vraiment les femmes. Et comment vous les avez vues évoluer ? Et où en est-on aujourd'hui ? Alors d'abord, c'est effectivement ce mouvement. Vous avez raison de prendre le mot mouvement parce que le METI n'est pas un syndicat, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui a pas de très grosses ressources, mais qui est incroyablement efficace et visible par rapport, je dirais, à ses ressources internes. Donc ça, c'est un mouvement qui fait un travail remarquable. Et la dernière assemblée générale, le dernier conseil d'administration, même parce que je suis restée administrateur et en n'étant plus président, j'avais dit que je ferais un mandat et un seul. Ce qui était très impressionnant, c'est de voir à quel point les groupes de régions sont presque tous tenus par des femmes. Oui. Alors, est-ce qu'on va faire un raccourci en disant que les femmes sont près du terrain, ce serait peut-être trop rapide, mais c'est quand même vrai de se dire qu'elles ont pris la responsabilité de leur territoire. Et évidemment, ça me fait de grand plaisir. Et donc, vous voyez ce mouvement aller grandissant. Vous voyez vraiment des progrès en la matière. Oui, et je vois ce mouvement prendre une véritable autorité. C'est-à-dire qu'au moment où le contexte politique que nous connaissons aujourd'hui est un contexte archi compliqué, il y a une véritable présence auprès des pouvoirs publics, auprès des ministères, auprès de ceux qui vont décider de tel ou tel aspect des choses. C'est absolument essentiel. Et avec des moyens que je redis faibles. Limités, donc ça veut dire une intensité et une foi qui est remarquable. Et on sait que les femmes, là, sont absolument excellentes dans ce domaine-là, disons-le. Alors, en tant que femme engagée, vous avez également, dans un autre registre, rejoint Yvon Gattaz, donc je dis bien Yvon, hein. Vous avez rejoint Yvon Gattaz en 2023 dans son prix, puisqu'il y a le prix qui s'appelle désormais Gattaz du côté ou du côté Gattaz, qu'il a lancé en 2020 pour justement soutenir les entreprises, mettre en valeur les entreprises de croissance, c'est-à-dire des PME en devenir de TI, et qu'il a lancé avec d'ailleurs le METI, qu'il a lancé avec la Banque de France, avec Centrale Supélec. Et alors vous, en arrivant donc en 2023, justement vous avez ajouté un prix. Donc, Alors d'abord, je vais dire que Yvon Gattaz, je dirais, c'est mon père en entreprise, même si j'ai un père en entreprise qui est mon père naturel, qui m'a fait confiance, ce qui n'était pas rien. Mais j'ai beaucoup appris auprès d'Yvon Gattaz. Et Yvon Gattaz m'a effectivement demandé de le rejoindre assez vite dans le mouvement qu'il avait lancé à SMEP et puis ensuite METI. Et donc, j'ai beaucoup d'affection pour Yvon Gattaz, qui est un monsieur maintenant qui a une longue carrière derrière lui et qui voulait laisser cette trace très importante qui est, en donnant un prix à des entreprises qui vont devenir des ETI, nous les marquons et nous leur demandons d'avoir une visibilité pour avoir ce goût du devenir en ETI, de la transformation en ETI des PME. Donc l'idée était tout à fait intéressante. Et puis on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de candidats hommes, on n'avait pas beaucoup de candidates femmes, et je me suis dit peut-être ce serait utile que je rejoigne. Yvon Gattaz l'a accepté. Donc voilà, 2 prix masculins donnés par Yvon Gattaz et 2 prix féminins donnés par moi-même. Alors peut-être justement pour conclure, donnez-nous, si vous avez en tête,
les noms des femmes qui ont été élues lauréates. Alors, celle de 2023, la première de la partie féminine, c'était donc Sylvie Cazeneuve-Perret qui fait des packaging. C'est donc quelqu'un qui est dans l'industrie de packaging. Et puis en 2024, Gaëlle Pigné-Cogal qui est, elle, dans la chaudronnerie de l'industrie. Je vais la recevoir d'ailleurs dans cette émission bientôt. Vous avez raison parce qu'elle a un discours qui est impressionnant. Et puis aussi Élodie Bon qui est Calistéo, donc elle qui est dans le service. Bon. Donc voilà nos lauréates qui sont impressionnantes et inspirantes. Eh bien, merci de l'avoir rendu hommage. Donc merci pour ce témoignage, Elisabeth. Et je pense que vous allez également apprécier l'interview qui suit parce qu'on va à nouveau parler croissance, engagement et on va le faire avec Félicie Burelle. Très bien. Merci beaucoup, Elisabeth. Bonjour Félicie Burelle. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation en dépit d'un emploi du temps chargé. Merci de me recevoir. C'est un plaisir, puisque vous êtes la directrice générale déléguée d'une grande entreprise qui est d'ailleurs au croisement des grandes transitions du moment, environnementales, technologiques, énergétiques, etc. Je parle de Plastic Omnium qui a été récemment renommé OP Mobility. Et dont vous êtes donc actuellement directrice générale déléguée, comme je le disais. Alors, avant de parler de OP Mobility, on va parler un petit peu de votre parcours. Donc, vous avez été baigné, bien sûr, dans le milieu industriel dès le départ, en quelque sorte, puisque vous avez visité des usines du groupe avec votre grand-père. Bon, après, vous avez fait des études qui vous ont amené à voyager, d'ailleurs. Donc, à la fois une école commerce extérieur en France, à la fois à Londres en termes de finance, à la fois un MBA Business School à Madrid. Bref, bon. Finalement, est-ce que ce parcours d'apprentissage, là, sur un plan académique, est-ce qu'il était fait pour vous amener à entrer dans le groupe ? Alors, ce qui était sûr, c'est que la dimension internationale a toujours été très importante. Et c'est quelque chose qui est très prégnant dans la famille en général. Mon père, son propre père lui avait dit « le plus important, c'est les langues ». Et c'est quelque chose que moi aussi, j'ai estimé très important. Et d'ailleurs, au contact de nos employés à travers le monde, ça fait une différence. Et cette curiosité, cet éveil et cette sensibilité à ce qui se passe ailleurs est décidément résolument importante. Absolument. Donnez-nous en quelques mots les différentes étapes d'entrée dans le groupe. Après, on parlera de votre fonction actuelle, mais dites-nous. Alors, j'ai commencé après mes études, donc effectivement focalisée avec une dimension commerce international. J'ai eu une très courte entrée au sein du groupe pendant 2 années où je faisais de la finance en Espagne. Et ensuite, j'ai fait mon 3e parcours, on va dire, mon MBA. Et après ce MBA, j'avais à cœur de vraiment utiliser, j'avais cette curiosité pour tout ce qui était autour de la stratégie et de la finance. Et donc, j'ai rejoint le groupe Ernst & Young, où j'ai fait du conseil en fusion-acquisition. Et à la sortie de cette expérience, de ce cursus, j'ai dit, voilà, j'aimerais faire du M&A. J'avais à cœur d'aller développer ces compétences-là. Et je pense d'ailleurs que c'était une bonne chose à faire, puisque quand j'ai eu l'opportunité, 5 ans après, de rejoindre le groupe familial, j'ai pu apporter cette expertise très différente de ce que nos ingénieurs font tous les jours. Bien sûr. Non, mais vous êtes revenu dans le groupe, je crois que c'était en 2010, si je ne me trompe pas. Vous êtes revenu en 2010 et c'est vrai que finalement, votre parcours, même s'il a été pas forcément programmé, encore que, malgré tout, ça ressemble quand même à vraiment un parcours très structuré pour vous amener à la fois à avoir une connaissance intime du groupe dès le départ et à avoir une ouverture sur le monde extérieur et à avoir une vision, ce qui vous a permis de développer une vision stratégique qui est la vôtre et que vous avez apportée en valeur ajoutée. Exactement. Quel a été d'ailleurs votre premier apport sur un plan stratégique au groupe? Qu'est-ce que vous aviez, vous? Est-ce que c'est justement la transition là? D'abord, pendant 5 ans, j'étais au sein de la plus grosse division sur des sujets de stratégie, développement commercial, coordination commerciale, nouveaux partenariats. Et après 5 ans, donc j'ai rejoint le groupe. Et c'est là où j'ai développé en fait un département qui n'existait pas en tant que tel autour du M&A, de la stratégie. Et c'est justement à ce moment-là
qu'on a commencé à prendre des décisions de sortir, de se recentrer complètement sur l'automobile, donc sortir de ce qui était à l'époque, ce pourquoi Plasticum était connu, qui étaient les conteneurs à ordures, pour se recentrer complètement sur la mobilité. Chemin que nous avons continué d'engager en faisant des acquisitions, en se lançant dans des paris dans l'hydrogène, et encore, il n'y a pas plus de 2 ans, en faisant des acquisitions dans des nouveaux métiers. Oui, donc c'était vraiment, vous avez vraiment eu un apport avec une vision stratégique à un moment qui était très opportun, et c'était certainement... faire tout ce pivotement, c'est ce qui, ces grandes aventures familiales, il y a cet esprit d'entreprendre, mais surtout se réinventer, évoluer avec son temps, savoir prendre des décisions parfois émotionnellement pas tellement faciles, justement sortir de métiers historiques, mais toujours penser sur qu'est-ce qui fait du sens, où est la croissance, et comment repositionner l'entreprise sur ces sujets-là. Mais c'est exactement, je ne sais pas si vous avez entendu ce que disait Elisabeth Ducoté juste avant vous, mais dans un autre domaine, mais toujours industriel aussi, où elle aussi, elle est en train de transmettre à la 6e génération, donc très attachée à cet esprit de transmission d'entreprise familiale, et elle aussi, Delphine Hontan apporte effectivement une autre vision stratégique complémentaire. Bon. Et puis les sensibilités sont différentes de génération en génération. Bien sûr. Alors, le groupe est connu, néanmoins, donnez-nous quand même la carte d'identité du groupe, et surtout, dites-nous maintenant, justement, vos défis, les nouveaux défis auxquels vous faites face, quels sont-ils? Alors, OP Mobility, l'année dernière, c'est 11 milliards, un peu plus de 11 milliards de chiffre d'affaires. C'est 152 usines à travers le monde, un peu plus de 40 000 collaborateurs, 40 centres R&D, on est présent dans 28 pays, et surtout, donc, nous sommes une entreprise familiale avec près de 80 années d'histoire, avec un repositionnement clé. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, notre secteur est quand même on va dire, cumule toutes les transformations, que ça soit énergétique, mais aussi les nouvelles technologies. On parle beaucoup d'IA et de l'impact que ça a sur la façon de s'organiser, de gérer ses collaborateurs, etc. Donc c'est comment développer, parce qu'on développe, on produit des composants qui soient pour tout l'extérieur du véhicule, l'éclairage des pare-chocs, ou alors tout ce qui est mode de propulsion du véhicule, des réservoirs, mais aussi donc des systèmes à hydrogène ou électriques, pour offrir aux constructeurs, pas que constructeurs automobiles, aussi la mobilité plus lourde, des systèmes qui vont venir alléger le véhicule, le rendre plus sûr, et surtout qu'il soit aujourd'hui plus abordable, parce qu'on a quand même un problème de surenchérissement du coût du véhicule aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et donc, alors, bien sûr, vous apportez cette vision stratégique, vous apportez... mais je sais que vous avez également une forte sensibilité et des convictions importantes en termes à la fois managériales, et aussi vous avez une volonté d'impact, comme on dit aujourd'hui. Donc, là-dessus, comment vous pouvez également expliquer ou du moins préciser votre vision? Alors, on a un programme au sein d'OP Mobility qui s'appelle Act for All, et qui est organisé autour de 3 piliers. Le premier, c'est comment faire du business responsable. Donc ça passe par la gestion des fournisseurs, mais aussi la compliance et justement la culture d'entreprise. Le deuxième pilier, qui est l'attention portée aux collaborateurs, qui est un vaste sujet, mais ça, on va de la sécurité au travail à la diversité, mais aussi l'inclusion et le handicap, et tout ce que la boîte à outils que l'on peut donner à nos collaborateurs pour avoir de l'impact au sein de leur communauté. Et enfin, le dernier pilier, vous en avez parlé dans l'interview précédente, qui est lié à la décarbonation, où nous avons également pris des engagements sur les scopes 1, 2 et 3, et une neutralité carbone à 2050. Donc pour vous, ça procède véritablement d'une conviction que vous avez ancrée, qui vous vient à la fois de votre expérience et à la fois de votre nature personnelle, sans doute. Oui, et qui est résolument, qui fait partie complètement de la culture, de l'ADN de la société. On a... Certes, il y a aujourd'hui une attente, mais on n'a pas attendu que l'attente soit grandissante pour se lancer sur ces sujets-là. Tout est venu de l'environnement et de tout ce qui est sécurité. Et on a développé ça de manière pragmatique, parce qu'à la fin, ça doit parler à tous nos collaborateurs et ça doit à la fois
être un outil de performance. Ça doit avoir un impact aussi sur la performance globale de l'entreprise. Et alors, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Smart Women, au sein de l'entreprise, le positionnement des femmes, c'est-à-dire à la tête de vos usines, dans le monde. Alors malheureusement, on n'a pas du tout assez de femmes. Malheureusement, sur nos 152 usines, on n'en a que 3. Que 3. Et ça éclaire tout à fait un peu la problématique liée à notre secteur. C'est que globalement, au niveau d'OP Mobilité, on a 30% en taux de féminisation, ce qui est pas si mal compte tenu de ce qui sort des filières. Des écoles, oui, bien sûr. Voilà. Mais on a un double enjeu, c'est comment en attirer davantage. Et puis, au fur et à mesure qu'elles évoluent dans le groupe, puisque si on regarde après au niveau du top 100, notre top 100, elles sont 23% uniquement. Donc on a vraiment un travail à faire là-dessus et ça passe par plein d'actions. On a mis en place un programme de mentoring. Sur les jeunes, on se donne l'objectif de plus de 1000 apprentis en recrutement, 40% doivent être des femmes. On s'est donné un objectif un peu fou dans des pays comme l'Inde de devoir staffer qu'avec 100% de femmes. Alors on n'y arrivera pas bien sûr et il ne faut pas. Mais c'est vraiment se donner... vers un progrès, être volontariste, plus que volontariste sur ce sujet-là. Et c'est évidemment moi-même en premier lieu à travers mon rôle de représentation, bien sûr, montrer que c'est possible, mais aussi le devoir de l'associé de donner, de mettre en place ces moyens concrets pour faire évoluer les choses. Et alors peut-être pour terminer, parce que je ne vous ai pas posé la question, mais c'est important pour les femmes éventuellement qui vont nous écouter, vous avez intégré le conseil d'administration et le COMEX bien sûr du groupe. Oui. Non-événement ou... Alors non-événement, ça fait partie de la vie. Vous parliez de transmission avant, de l'évolution de la gouvernance. À la fin, ce qui est très important, en tout cas, j'en suis convaincue, c'est comme ça que je vois les choses, tous les choix d'évolution de gouvernance qui sont faits doivent être faits dans l'idée d'un bien commun qui est supérieur, on va dire, aux individuels dans les sociétés. Et à la fin, c'est ça qu'on ne doit pas perdre de vue. Et c'est à chaque fois ça qui doit ramener les évolutions. Et c'est très important. Mais écoutez, très, très, très belle conclusion. Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous parlez avec beaucoup de passion du métier de l'industrie et que vous incarnez très bien. Et vous êtes un vrai beau rôle modèle, comme on dit, et je sais que votre parole est rare, je suis donc d'autant plus sensible au fait que vous ayez accepté de venir pour en parler ici, et je vous en remercie. Merci. Voilà, donc notre émission se termine. Alors vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on a eu trois invités qui ont particulièrement illustré, à la fois bien sûr la nécessité d'avoir davantage de femmes aux commandes, mais qui ont aussi beaucoup insisté finalement les trois sur cette nécessité absolue d'avoir le continuum du tissu économique avec toutes ces interdépendances totalement fertiles entre les entreprises, quelle que soit leur taille. Et je crois que c'est particulièrement d'insister là-dessus aujourd'hui, parce qu'il faut absolument que nous avons besoin de toutes nos entreprises. Il ne faut pas croire que chacune est dans son couloir de nage selon sa catégorie. Non, pas du tout. Toutes nos entreprises, et nous devons les faire grandir. Et pour ça, il ne faut pas qu'elles soient handicapées d'une façon ou d'une autre. Donc j'espère que cette ambition sera partagée par tous.